Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Je peux vous appeler Stani? Ah non, Ah, là c'est pas Stani que vous interrogez, c'est le préfet. Ok, donc une fois que les caméras sont coupées, on pourra reprendre le Stani. Bon, on va commencer par parler du comité de citoyen de transparence, dont je fais partie. Il y a quelques questions qui nous ont été posées, et donc je me fais le relais de ces questions, je vous les pose. La première, c'est, on a vu les avions arriver en juin à la Martinique, à raison de 7 porteurs par jour. Est-ce que la préfecture fait un lien entre l'arrivée massive des voyageurs en avion par rapport à l'augmentation fulgurante des cas qu'on a connus? Alors, il y a forcément un sujet très important sur cette question des voyages. On a fait la transparence avant le comité. Dès le mois de début juillet, sur ce sujet-là, on a regardé qui étaient les personnes positives au début de la vague. Parce que c'est là où on voit la bascule. Et le 6 juillet, j'avais rendu public des chiffres, il y avait 95,2% des personnes positives qui étaient des personnes qui vivaient ici et 4,8% qui étaient des personnes qui avaient une adresse dans l'Hexagone ou en Guadeloupe ou ailleurs. Donc la crise, la quatrième vague, elle est vraiment partie d'ici. Voilà, je crois que c'est important de le dire. Et le deuxième point, c'est oui, mais c'est le variant Delta qui est venu, il est venu par l'avion. C'est sûr que le variant Delta, il est venu de l'extérieur, il n'était pas présent, mais il devient majoritaire fin juillet. Donc il devient majoritaire après l'explosion de la quatrième vague. Donc la quatrième vague, elle est bien née ici, avec nous tous. En juin, c'était la fin de l'année scolaire, c'était les grandes vacances, c'était la fin du précédent couvre-feu. Donc c'est bien né ici, avec nous. Et c'est bien né avec le variant qui était présent à l'époque. C'est-à-dire que vous suiviez le lieu de résidence des cas positifs, oui, semaine après semaine. Et ce que vous dites, c'est que 95% des cas étaient des résidents martiniques et non pas des voyageurs. 95,2%, donc c'est un chiffre calculé, hein, ce n'est pas un chiffre approximatif, 95,2%. Lorsqu'on a fait cette photographie, parce qu'on ne le suit pas toutes les semaines, c'est des travaux statistiques qui sont importants, c'était une photographie qui a été rendue publique le 6 juillet, donc sur la semaine précédente, et c'était 95,2% des positifs qui vivaient ici. Et le rebond, il est venu des soirées. Il y en a eu en juin, beaucoup. Il y avait eu une espèce d'euphorie à la fin du couvre-feu. Vous vous souvenez, à cette époque-là, on imaginait qu'on allait de nouveau pouvoir faire le tour des Yoles, par exemple. Hein. C'était à ce moment-là qu'on en parlait beaucoup. Il y avait eu la question de est-ce qu'on rouvre les boîtes de nuit, où elles n'étaient pas rouvertes, mais il y avait beaucoup de restaurants qui avaient recommencé à faire des concerts le soir, etc. Je n'accuse pas les restaurants en particulier, mais parce qu'il y a aussi chacun d'entre nous dans son comportement. Mais donc il y a bien cette séquence de démarrage qui démarre ici. D'accord, ok. On va continuer à parler des voyageurs. Lors de votre précédente allocution, vous demandiez aux touristes d'écourter leur voyage dans la mesure du possible. Pourquoi cette mesure et y a-t-il eu des indemnisations qui ont été versées aux touristes qui ont écourté leur voyage? Alors, pourquoi cette mesure début août? Pour une simple raison, c'est que l'explosion de l'épidémie allait avoir un effet sur l'hôpital et que je ne voulais pas que l'hôpital soit encombré, pardonnez-moi cette expression, mais que des lits de l'hôpital soient occupés par des personnes qui n'étaient pas résidentes ici et qui étaient de passage. Donc quand il y a une période d'épidémie, il ne faut pas rester, quand vous n'êtes pas résident, il ne faut pas rester, et notamment encore plus dans une île. Donc le message pour les touristes de mettre fin à leur séjour, de rentrer chez eux. Ce n'était pas avec une date coup près en disant vous avez 48 heures pour partir, mais c'était un message général de dire écoutez, nous on va vivre une période très difficile, tous les services publics vont être extrêmement sollicités, et donc ceux qui sont de passage ici, il faut qu'ils mettent fin à leur passage et qu'ils retournent dans leur territoire. Alors, le confinement, de toute façon, rendait le territoire peu attractif, et les quelques touristes, ils n'étaient pas bien nombreux, des vrais touristes qui n'étaient pas des gens d'ici dans leur famille, et les touristes totalement extérieurs étaient peu nombreux, ils sont naturellement repartis. Ça s'est fait en bon ordre, il n'y a pas eu une précipitation à l'aéroport. C'est une décision qu'ils ont prise, certes sur recommandation, mais qu'ils ont prise eux-mêmes, et donc il y a quelques entreprises touristiques, commerciales qui leur ont fait des avoirs ou qui ont fait des propositions, mais elles sont peu nombreuses. La plupart du temps, il n'y a pas eu d'indemnisation et les personnes ont mis fin à leur séjour, soit aux dates prévues, soit sont repartis plus vite. D'accord. Alors là, c'est moi qui m'avance, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être eu cet amalgame de se dire l'arrivée massive en juin et la mesure de demander aux touristes de repartir, des passerelles qui ont été faites dans la compréhension de la mesure. Tout à fait. Ce n'était pas une mesure qui accusait les touristes d'être responsables de la quatrième vague. C'était plutôt une mesure qui consistait à dire la quatrième vague va charger l'hôpital terriblement. Donc tous ceux qui ne sont pas résidents ici,
il faut qu'ils rentrent chez eux et ils étaient en capacité d'être accueillis chez eux si bien sûr, okay. continuer leurs vacances chez eux. Et puis, c'est aussi, vous savez, quand vous êtes touriste en période de confinement, vous êtes tenté de ne pas respecter le confinement. Parce que quand vous êtes touriste ici, vous avez envie d'aller à la plage, vous avez envie de découvrir les sites, vous avez envie de faire de la randonnée. Ce n'était pas adapté avec la période de confinement, c'était aussi une façon de dire attention, le confinement il est là, il est strict et il est pour tout le monde, y compris ceux qui sont de passage. D'accord, ok. On va parler, on a vu lors des allocutions que vous avez eu des petites expressions créoles. Ce sujet du créole est très important parce qu'il y a pas mal de concitoyens qui maîtrisent mieux le créole que le français et les allocutions comportent des informations extrêmement importantes. Est-ce qu'il est prévu que ces allocutions puissent être traduites ou relayées en créole de façon à ce que 100% de l'information atteigne 100% de la population? Je vous confirme bien qu'on a effectivement un certain nombre de campagnes de communication qui sont traduites en créole, aussi en créole haïtien, dans les langues aussi de passage, espagnol par exemple. Vous avez peut-être vu à l'entrée de la préfecture, on a des petites prospectus notamment qui sont dans toutes les langues, de façon à ce que le message pénètre partout. Voilà. Et que chacun puisse savoir où est-ce qu'on se fait vacciner. Je n'avais pas encore prononcé le mot, mais il était temps de le faire. Où est-ce qu'on peut se faire tester, où est-ce qu'on peut, comment on se protège si on a des symptômes ou si un proche a des symptômes. Donc on essaie effectivement de rendre ce message accessible par tout le monde. Ok. On va parler tout à l'heure de couvre-feu, de confinement. Donc, ce sont des décisions lourdes à prendre, lourdes de conséquences. Il y a des entreprises dont les activités doivent rester fermées, qui pèsent sur le chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de cette prise de décision? Quels critères vous prenez en compte pour arriver à une décision aussi lourde de conséquences? Alors, je vais vous donner l'exemple, par exemple, des jours dans lesquels nous sommes en ce moment. La mesure, elle a été annoncée jusqu'au 19 septembre, donc jusqu'à dimanche dans une semaine, une grosse semaine. Donc la question, c'est comment, par exemple, on prépare ce qui va se passer après dimanche. Donc d'abord, on regarde les chiffres de l'épidémie. On discute avec les médecins, le monde sanitaire, je crois que c'est le premier élément qui est le plus important, savoir qu'est-ce qui se passe au titre de l'épidémie. Ensuite, il y a des concertations avec toutes les parties prenantes de la société, donc bien sûr le monde médical, mais aussi les élus locaux. Donc, par exemple, cette semaine, mercredi, j'ai vu les parlementaires. Mercredi, je rencontre les parlementaires et la collectivité territoriale. Jeudi, je rencontre les maires. Vendredi, les chefs d'entreprise. Il y a aussi des réunions qui ont lieu avec le monde du sport, avec le monde du tourisme, avec le monde des aides à domicile, de façon à préparer la décision pour que quand elle est prise, ce n'est pas une décision qui est tombée comme la foudre sur la Martinique, c'est une décision qui a été préparée avec le plus d'acteurs possible. Et puis je passe aussi un certain nombre de coups de téléphone à des gens que je connais dans la société pour avoir aussi leur ressenti, pour savoir aussi tel parent d'élève, lui, comment il perçoit les choses, tel petit commerçant, comment il perçoit les choses, tel retraité, telle personne qui est engagée dans une association. C'est aussi important d'avoir des relations directes. D'accord. Votre sentiment sur le retour sur ces décisions? Alors, il y a un enjeu sanitaire primordial, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais est-ce que vous avez l'impression que pour les personnes qui trinquent, est-ce qu'elles le comprennent, est-ce qu'elles le subissent en se disant que c'est utile, ou alors il y a quand même des revendications et des réclamations suite à ces décisions? Alors, il y a les deux profils que vous décrivez, hein. Il y a des personnes qui sont spontanément dans une démarche civique, de dire il y a une règle, je la respecte, et les personnes qui l'ont pris dans un processus transparent, et donc j'y adhère. Il y a aussi des personnes qui disent j'y adhère, mais je souffre terriblement, il faut m'aider. Donc il y a aussi des dispositifs d'aide pour les entreprises, par exemple. Il y a le bouclier social qui a été présenté il y a quelques jours pour aider aussi ceux qui ont ces besoins particuliers. Puis il y a ceux qui sont franchement contre. Il y en a de moins en moins. Et puis lorsqu'ils franchissent les lignes rouges, lorsqu'ils violent les règles, ils peuvent être sanctionnés. D'accord, ok. Vous avez prononcé le mot transparence, ça me rend au comité citoyen de transparence. L'objectif pour vous, quel était-il en créant ce comité? Comité de transparence, pour moi, c'est la transparence dans les deux sens. C'est-à-dire d'abord d'avoir une transparence vis-à-vis de la population de ce qui se passe réellement. Quand à un moment on dit les journalistes nous mentent, les médecins nous mentent, le préfet nous ment, l'ARS nous ment, les élus nous mentent, comment on fait? Donc c'est important qu'on mobilise la société civile, des gens comme vous, merci de l'avoir accepté, et comme les autres membres,
Vous avez vu, il y a 3 générations, hein, grosso modo. Il y a la génération des moins de 40 ans, il y a la génération des 40-60, la génération des plus de 60. Donc, on a les 3 générations qui sont dans ce comité de transparence, avec des talents différents, des façons de s'exprimer différentes, pour d'abord aller voir. Donc, la transparence vers la population. Dire avec vos mots, vos yeux, vos oreilles, ce que vous avez perçu. Et puis là, c'est aussi la transparence dans l'autre sens. Et là, c'est aussi utile pour moi, c'est les remontées que vous me faites. Quand vous me dites... Monsieur le préfet, sur l'ivermectine, on ne comprend pas, il y a des débats, il paraît que l'ARS a confisqué les médicaments. Alors là, moi, je me dis, mais il ne faut pas acheter chat en sac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a confisqué l'ivermectine, c'est pas vrai. Donc je suis allé enquêter, et donc c'est important aussi cette transparence qui permet pour moi d'avoir de l'information. Et puis la garantie que ça fonctionnait, c'était la liberté de parole. Vous vous souvenez, la première fois qu'on s'est dit, je lui ai dit, moi je garantis la liberté de parole de tous ceux qui sont dans le comité. Et je crois que cette liberté de parole, elle a été bien utilisée, bien prise, et je crois que cette garantie était la condition de réussite, et vous gardez bien sûr votre liberté de parole. Précis, Chat-en-Sac, bravo, bien placé. Vous avez pris un risque quand même en créant ce comité, puisqu'il est complètement indépendant. Les prises de parole du comité et les restitutions des informations qui sont données, vous n'intervenez pas. Vous êtes toujours aussi confiant sur la mission du comité. La restitution d'informations transparentes pourra-t-elle servir la préfecture ou pas? Je pense que la transparence, elle est au service de tout le monde. Elle est d'abord au service de la population. La préfecture, elle n'a pas d'intérêt d'autre que l'intérêt de la population. Donc, la transparence, elle est utile, elle sert à tout le monde. Moi, j'ai structurellement confiance dans les systèmes de transparence. D'abord parce que je sais ce que je fais, je n'ai pas honte de ce que je fais, et j'assume toujours ce que je fais. Donc moi, je ne suis pas gêné que la transparence vienne inspecter les décisions qui sont prises, pourquoi elles sont prises, comment on les prend. Je suis assez à l'aise sur ce sujet. Et puis sur les sujets douloureux, plus un sujet est douloureux, plus il faut l'aborder avec de l'humanité. Et expliquer, raconter, regarder, ça fait partie de cette humanité dont on a besoin dans ces périodes extrêmement difficiles, qui sont ces périodes de douleur d'une maladie qui emporte des personnes et qui frappe des familles, ici en Martinique, mais aussi dans les autres. D'accord. On va parler maintenant de la vaccination, donc sujet chaud, d'actualité. J'ai une question. Je regarde ce qui se passe en Israël. Ils ont été très bons élèves sur la vaccination au niveau mondial. Et aujourd'hui, on constate une remontée des cas positifs. Et quand on regarde, si l'on en croit les médias nationaux, 45% des personnes qui sont en réanimation sont vaccinées. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ma question, c'est, je pense que tout le monde se la pose, c'est et si on se trompait? Alors, et si on se trompe, il y a 2 sujets. Il y a et si le vaccin était inefficace, et puis il y a et si le vaccin était dangereux. Oui. Il y a ces 2 questions-là qui se posent. Alors, est-ce que le vaccin est dangereux? Moi, j'ai l'intime conviction que non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas médecin, donc pas moi qui ai fait les études, mais parce que j'ai confiance dans le système qui fait que dans tous les pays du monde, toutes les instances indépendantes sont contrôlées, vérifiées, organisées, avec de la transparence d'ailleurs sur les conflits d'intérêts potentiels avec le monde pharmaceutique, et ont validé des vaccins et la démarche de vaccination. Et puis cette démarche de vaccination, il y a ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Oui. Il y a un bénéfice, il y a un risque, et tous les experts dont c'est le métier ont dit qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Donc sur la question de est-ce que c'est dangereux, moi je réponds, il y a des spécialistes, c'est leur métier. Moi je ne suis pas plombier, c'est pas moi qui m'occupe de la plomberie dans ma maison. Et ben, de même, je ne suis pas médecin, et tout le monde médical a vérifié et a dit qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Au niveau mondial. Donc, voilà. Après, il y a la deuxième question qui est l'efficacité. L'efficacité, là c'est un peu différent. L'efficacité, on peut nous la constater. Moi, je l'ai constaté, l'efficacité, à l'hôpital. Les personnes qui sont en très grave danger, qui sont dans les services de réanimation, qui sont dans les services de médecine en grande difficulté, ils ne sont pas vaccinés majoritairement. Et donc ce constat, on peut le faire nous ici, d'ailleurs on le fait autour de nous, malheureusement, hein, quand on a des échos de personnes en difficulté, on dit toujours « ah bah oui, elle n'était pas vaccinée ». Bon. En revanche, la vaccination, ce n'est pas 100%, donc il y a quand même quelques personnes vaccinées qui sont en difficulté. Donc, la dernière fois que j'ai fait un point très précis la semaine dernière, il y avait une personne qui avait eu effectivement toutes ces doses de vaccin. Parmi les 480 personnes qui étaient à l'hôpital, il y en avait une qui était totalement vaccinée. Donc, c'est jamais 100% une protection. Hein. C'est comme la ceinture de sécurité. Elle ne protège pas à 100% en cas d'accident, mais ça réduit quand même très fortement. Donc, sur cette question de l'efficacité, moi, je vous réponds de cette façon-là. L'efficacité, on la constate déjà en Martinique. Après, il y a la question d'Israël et de la 3e dose. On s'est rendu compte que le vaccin, il n'est pas efficace très longtemps. Et donc, il y a cette affaire de la 3e dose pour les personnes qui ont plus de 60 ans.
Je vous avouerai que ce n'est pas le combat de la Martinique pour le moment, la troisième dose. Le combat de la Martinique, pour l'instant, c'est la première dose. Je crois qu'on ne peut pas être centré uniquement sur notre situation Martinique, on ne peut pas s'isoler du reste du monde. Quelles sont les expériences qu'on constate à côté? Regardons dans les pays voisins, en nous ou vécu nous. Qu'est-ce qui se passe chez les voisins? Chez les voisins, d'abord, on se bat pour avoir la vaccination dans la plupart des pays du monde. Et deuxièmement, dans les pays bien vaccinés, je pense notamment à l'Hexagone, beaucoup d'entre nous qui sont allés dans l'Hexagone pendant les vacances, on vit librement. On va au restaurant, on va à la plage, on va dans les commerces, les enfants rentrent à l'école. La preuve de l'efficacité, elle est là aussi. D'accord. Je reviens sur le rapport préfecture-population martiniquaise. Si on parlait confiance, alors déjà la première question, est-ce que vous pensez que la population martiniquaise a confiance en la préfecture? Ce n'est pas à moi d'y répondre. Ce que je vois, c'est que d'abord, la préfecture, à travers les réseaux sociaux notamment, elle est regardée, elle est écoutée. Donc ça, c'est déjà un point important. Et deuxièmement, ce que je constate, c'est sur les réseaux sociaux, il y a de la haine, il y a des insultes, mais il y a plus de cœur que de smileys agressifs. Donc ce sont des éléments qui permettent d'avoir un indicateur pour répondre à votre question. Moi, ce qui me marque en revanche, c'est tout ce qui circule comme parole. Il y a la parole officielle, des autorités, comme on dit, puis il y a tout le reste qui circule. Et dans tout le reste qui circule, ce qui me marque beaucoup, c'est d'abord que circulent des choses très violentes, très insultantes. Donc, je voulais travailler sur la haine en ligne avant l'été. On va retravailler, je pense, après la 4e vague, sur comment faire de la communication, la liberté d'expression non violente. Il faut qu'on apprenne à faire la liberté d'expression non violente. Vous le faites dans vos JT, ça ne vous empêche pas de vous moquer, ça ne vous empêche pas de faire rire, de donner beaucoup de gueule, mais on peut faire de la liberté d'expression non violente. Et puis, la deuxième chose, c'est de voir dans la rue ou dans les expressions publiques des gens qui sont vaccinés, qui disent « moi je suis contre la vaccination ». Ah ça me révolte. Et je vais encore vous donner une formule que j'ai apprise ici. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, les conseillers pas les payés. Tas de gens qui manifestent devant la préfecture contre la vaccination, contre l'obligation vaccinale, contre le pass vaccinal. Ils sont contre et on se rend compte qu'ils sont vaccinés. Alors ça me choque parce que c'est un peu comme les enfants qui disent à leurs parents ou à leurs grands-parents non maman on va pas te faire vacciner ou mamie va pas te faire vacciner. C'est facile quand on a 30 ans de dire à la génération du dessus ou aux générations du dessus de ne pas les faire vacciner, mais quand on a 30 ans, on est effectivement moins vulnérable que quand on a 60, 70 ou plus. Donc moi, je suis marqué aussi par ce phénomène dans la société où certains se permettent de donner des conseils là où ils sont ni spécialistes ni très responsables. J'ai quand même l'impression qu'il y a deux sujets entre la vaccination et le fait de le faire et l'obligation vaccinale. C'est subtil, hein, mais je pense que beaucoup de revendications et de réactions sont dues au mot « obligation ». Ce n'est pas une question, c'est une remarque que je fais, des retours que j'ai sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont vaccinés à contre-cœur parce que, voilà, pas forcément pour les médicaments, mais bon, pour continuer à vivre, ils le font, mais sont contre, même s'ils ne sont pas concernés comme le personnel de santé ou autres, mais sont contre le fait qu'on oblige. Vous savez, dans les pouvoirs publics, quand on est du côté des autorités, ce à quoi on croit vraiment, on pense que l'obligation est une solution. Par exemple, l'école, elle est obligatoire parce qu'on pense que c'est indispensable. Et quand on ne veut pas scolariser ses enfants à l'école, on a le droit de les scolariser soi-même à la maison, mais on doit rendre compte à la société. Les règles de voisinage, les règles de construction, tout le monde n'a pas le droit de construire sa maison comme il veut. La société, elle est faite de beaucoup d'obligations. Donc celle-là, elle est un peu particulière parce qu'on a peur de la piqûre. Ici comme ailleurs, on a peur de la piqûre. Parce que aussi, comme c'est quelque chose qui est nouveau, on met un peu de temps à s'habituer. Mais l'obligation, c'est aussi une façon pour les pouvoirs publics de dire « nous y croyons ». On ne peut pas obliger quelque chose dans lequel on ne croit pas, quand il y a de l'incertitude. Là, nous sommes persuadés qu'il y a un bénéfice supérieur au risque et qu'il faut y aller. Le pass sanitaire, il s'appliquera en Martinique. Il s'appliquera dans un calendrier qu'on est en train de déterminer, mais avec une Martinique qui est ouverte sur le monde, avec des Martiniquais qui voyagent, qui circulent, avec une Martinique qui a besoin de vivre. On ne peut pas rester enfermé indéfiniment pour réouvrir en sécurité, pour faire des paliers de décompression, comme on dit en plongée, ou de désescalade. On aura besoin du pass sanitaire et il s'appliquera en Martinique. D'accord. L'ARS a mené une étude pour analyser les freins à la vaccination qu'on a ici. Est-ce que vous comprenez, vous, ces freins? Un des freins numéro un, c'est aller trop vite. La vaccination est venue trop vite. On ne peut pas trouver un médicament efficace en quelques mois. Laissons le temps passer. Moi, je comprends ce frein-là quand on est dans les premiers jours, les premières semaines.
Surtout qu'on a eu cette chance en janvier, février, quand la vaccination est arrivée, la Covid-19 avait fait peu de dégâts dans la société. Il y avait eu, bien sûr, un certain nombre de familles qui étaient endeuillées, et toujours trop, mais il y avait eu une forme de préservation collective qui faisait qu'il n'y avait peut-être pas de conscience du risque, et puis ça allait vite. Donc je comprends ce frein au début de la phase de vaccination. On n'a pas envie d'être le premier, on n'a pas envie d'essuyer les plâtres. Mais aujourd'hui, je ne le comprends pas. Ça fait plus d'1 an que les personnes sont vaccinées, entre les personnes qui ont eu le premier vaccin dans les phases expérimentales en juillet 2020 et les personnes d'aujourd'hui, on est en septembre 2021. Je pense que le temps a passé. Et il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs le comprennent. Vous avez vu qu'on a passé aujourd'hui ou hier, on a passé la barre des 110 000 personnes vaccinées. On était à 100 000 il y a quelques semaines. Donc il y a une forte progression. Il ne faut pas lâcher parce que moi je suis convaincu que c'est ça qui nous protégera. On va parler un petit peu de la fonction de préfet à la Martinique. Je le disais tout à l'heure, je pense que vous êtes le préfet qui a été le plus médiatisé, en tout cas à ma connaissance. Si vous deviez nous dire la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre pour la Martinique, contexte Covid ou hors contexte Covid, ce serait quelle décision? Je crois que c'est les décisions de confinement qui sont à la fois les plus dures et les plus compliquées à prendre. D'abord parce que c'est une privation de liberté. C'est un mot simple, donc on pense que c'est une décision simple. Mais derrière la décision, il y a beaucoup d'impact. C'est une privation de liberté. C'est des grands-parents qui ne verront pas les petits-enfants. C'est des familles dont les enfants n'iront pas à l'école lorsqu'il y a en plus les restrictions scolaires. C'est des entreprises avec du chômage partiel. Donc il y a un impact social qui est considérable. Et c'est très rare qu'une autorité publique, que ce soit le président de la République quand il s'agit de la France entière avec le gouvernement, ou le préfet quand il s'agit seulement d'un territoire déterminé, c'est une décision qui est extrêmement lourde. Et je pense que c'est celle-là la plus lourde. Et à l'inverse, la meilleure décision selon vous que vous ayez eu à prendre pour le territoire, ce serait laquelle? Je pense que c'est un peu la même. C'est aussi le confinement qui a été le plus efficace. Je ne sais pas si c'est la meilleure en tout cas, mais c'est sans doute la plus efficace. On voit, là vous avez vu les chiffres, la contamination sont encore élevés, ils sont encore trop élevés. Bon, ça fait 5 semaines que ça baisse, et ça baisse parce qu'on est confiné. Mais c'est ma décision avec le processus de concertation, mais c'est aussi votre décision, la décision de chacun qui nous écoute, de rentrer dans ce processus. Et donc, c'est finalement un choix qui est très collectif, et c'est celui qui nous protège en ce moment, et qui, d'une certaine façon, ne peut pas être permanent. On ne peut pas vivre de façon permanente, confiné, en faisant des attestations sur son téléphone quand on sort. Donc on voit bien que c'est une période provisoire, et moi je remercie tous ceux qui se sont mis dans cette démarche pour que ça se passe bien. Quel a été le brief de votre prédécesseur sur la Martinique, les éléments structurants qu'il vous a donnés pour vous faire comprendre un peu le contexte ici? Quel sera le vôtre? On n'espère pas à votre départ, je vous rassure, mais quel sera le vôtre si vous deviez partir à votre successeur? Alors, je ne suis pas partant, donc vous me réinterrogerez, je vous réinviterai sur cette partie-là à la fin. Et puis, le brief, quand je suis arrivé, Franck Robine, mon prédécesseur, était déjà parti en Corse. Mais il se trouve que ça faisait plusieurs années que je travaillais sur la question des Outre-mer. Vous savez qu'à mon arrivée ici, j'étais à l'Élysée dans l'équipe du président Emmanuel Macron et je m'occupais déjà de l'Outre-mer. Donc j'étais déjà en relation avec un grand nombre de personnalités locales, associatives, entreprises, élus locaux. Et donc j'étais loin de tout savoir. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu cette chance de pouvoir m'imprégner de ce territoire dans lequel j'allais servir pendant le temps que le gouvernement le décidera. Et j'avais dit il y a quelque temps que ce qui m'avait le plus marqué, et que je n'avais pas perçu à distance. Il y a des choses qu'on perçoit quand on est sur place, mais qu'on ne perçoit pas à distance. Par exemple, c'est la question de la circulation routière. Je n'avais pas perçu comme la vie quotidienne est empoisonnée par ces questions de circulation routière ici en Martinique. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en arrivant. Les transports en commun qui sont encore partiellement utilisés, avec des projets de la collectivité de les étendre, et je crois que c'est très bienvenu. Une voiture dont on a besoin pour toutes les tâches du quotidien, et puis un temps perdu dans les encombrements considérables. D'accord. Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient à cœur, une action que vous aimeriez faire le temps de votre mandat, absolument, un objectif à atteindre pour le territoire? Eh bien, il y a un chantier dans lequel j'aimerais bien avancer et je vous fais la proposition qu'on avance ensemble là-dessus, avec vous et avec tous les autres qui, comme vous, sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est la haine en ligne. Je pense qu'on a un chantier considérable à travailler ici en Martinique, et c'est d'ailleurs un chantier national, mais peut-être que dans les pays avec une forte diaspora, comme la Martinique, les réseaux sociaux sont encore plus présents, parce qu'il y a les Martiniquais du monde entier qui suivent l'actualité, qui vous suivent d'ailleurs, qui me suivent aussi, pas pour les mêmes sujets. Et donc je pense qu'on a sur ce sujet de la haine en ligne, comment on apprend à communiquer
sans violence, librement, sans violence, sans insultes, sans menaces dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est vraiment important. Et ça, j'aimerais bien qu'on arrive à avancer. Ce n'est pas le sujet, finalement, de cette crise sanitaire, mais c'est un sujet qui émerge d'une façon peut-être un peu particulière dans ce moment de crise sanitaire et dans lequel on sait que les impacts sont forts parce que c'est très jeune qu'un enfant peut être harcelé et être très déstabilisé parce qu'il est harcelé comme enfant, parce qu'il est un petit peu différent, parce qu'il est un petit peu moins agile, ou parce qu'un jour il a fait une bêtise ou une maladresse et puis il va le porter, il va avoir l'impression de porter le monde entier sur ses épaules pendant un certain temps. Ça peut être un décideur qui prend des responsabilités et qui est jeté en pâture à l'opinion publique. Ça peut être aussi je dirais n'importe quelle personne qui tout d'un coup est victime de cette haine parce qu'il est différent des autres, ou parce qu'il a fait des choix différents des autres, ou tout simplement parce qu'il est la cible du moment. Et je crois que ça, c'est un chantier collectif où on a un intérêt à cultiver un esprit de paix aussi dans les réseaux sociaux. D'accord. On est à 10 jours de la levée du confinement. Vous allez prendre la parole. On l'espère avec un déconfinement. Si vous voulez nous donner une exclusivité, on est preneur. Mais est-ce que ça veut dire qu'on sera déconfiné pour le 26 septembre ? Alors, le 27 septembre, c'est le jour de la reprise de l'école dans un format plus normal. Le 26. Moi, je vais vous parler du 27. Je pense que les Martiniquais sont plus intéressés par le 27 que par le 26. Ah, attention, quand même, on verra. Ils m'ont déjà pas mal fêté ma fête l'année dernière, on n'est peut-être pas obligé de recommencer. De façon plus sérieuse, il y aura un palier de décompression, on va dire. Il y aura un palier de descente progressive par rapport aux mesures d'aujourd'hui. Ce palier commencera autour du 20 septembre et c'est précisément ce qu'on est en train de discuter de façon fine avec le monde médical et avec la société civile, avec tous les partenaires donc, que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce palier, il aura une certaine période, et puis si on arrive à continuer à descendre en sécurité, on pourra faire un deuxième palier ensuite. Ce palier, il s'appuiera, je le disais tout à l'heure, sur le pass sanitaire, qui est un élément parmi d'autres de sécurité, qu'on adaptera à notre façon de faire, mais qui s'appliquera. Il s'appliquera aussi avec un certain nombre de restrictions, de prudence, et puis il s'appliquera bien sûr aussi en regardant ce que fait la Guadeloupe, en regardant ce qu'ont fait les autres territoires qui ont récemment connu des vagues. Il y a la Corse qui a connu une vague qui est montée très haut puis qui est redescendue très vite. Il y a d'autres territoires de la Caraïbe qui sont aussi concernés par des pics. Donc on se met sous l'influence aussi de toutes ces expériences aujourd'hui grâce justement aux réseaux sociaux qui sont capables du pire, comme je disais tout à l'heure, mais du meilleur aussi. On a cette capacité de prendre les meilleures solutions. Regardez la Nouvelle-Calédonie, très intéressant la Nouvelle-Calédonie. Gouvernement indépendantiste, un référendum pour l'indépendance dans 2 mois, une décision zéro Covid depuis 1 an et demi, zéro Covid. Avec 14 jours de quarantaine. Frontières fermées aussi. Frontières fermées, 14 jours de quarantaine à l'hôtel, aux frais du voyageur, quand on arrive dans le territoire. Strict. Strict, hein, et puis sérieux, quoi. Aujourd'hui, ils sont confinés. Alors même qu'ils ont cette barrière fermée, ils sont confinés parce que comme ils ont une stratégie zéro Covid, ils ont eu 3 cas, qui sont des cas autochtones, donc qui ont apparu, et donc ils sont aussi confinés. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a dit, écoutez, on ne peut pas rester dans cette stratégie-là, le gouvernement local, et il a dit, je fais la vaccination obligatoire pour toute la population. Donc il faut voir toutes ces expériences, et c'est à travers toutes ces expériences qu'on fera notre solution martiniquaise, sans ignorer le fait qu'on est dans un grand ensemble qui s'appelle la France, qui s'est fixé des règles, et que moi je ne veux pas que les règles ici soient d'un niveau en dessous. On a déjà suffisamment à souffrir de dérogations dans le passé qui nous ont mis dans des niveaux de sécurité en dessous. Donc on a cet élément à prendre en compte, puis à prendre en compte aussi l'environnement de la Caraïbe et puis l'insularité. D'accord. Dernière question, on va passer aux questions dilemme. Il y en a 3. La première, c'est si vous pouviez éliminer définitivement un problème du territoire, vous élimineriez chlordécone ou Covid-19 ? Ah, clairement, chlordécone. Parce que Covid-19, chacun peut l'éliminer. Petite vaccination, des gestes barrières, et le sujet peut être éliminé. Chlordécone, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc s'il fallait, avec un coup de magique, supprimer un des problèmes, ce serait assurément la chlordécone. D'accord. Si vous deviez maintenir un événement
culturel en Martinique et supprimer donc l'autre, carnaval ou tour des Yoles. Et chanter Noël? Ah ben oui, entre les trois, oui. Si on pouvait tous les faire, ce serait aussi bien. Voilà. S'il faut en garder qu'un seul, moi je suis dans un calendrier le plus court possible. On a les chanter Noël devant nous. Ici, ça commence parfois juste après la Toussaint. Et je pense que l'enjeu, il est là. Comment on y arrive? Et dernière question, un lieu de vacances à choisir et supprimer l'autre, Nancy ou Fort-de-France? Oh moi je vous avouerai que Fort-de-France comme lieu de vacances, c'est quand même nettement plus attractif. Voilà. Pas très dilemme cette question du coup. Eh ben voilà, on arrive au terme de l'échange. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je ne pensais pas ça possible aussi rapidement. Et puis, je vous enverrai quand même un petit message le 26 septembre pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci à vous. Et puis, bonne continuation à vous aussi dans votre activité sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir participé au conseil c'est pas fini. de transparence. Merci de participer au comité de transparence. Gardez votre liberté de parole et puis continuez. Ah ben super. Merci à vous. Merci beaucoup.